J'étais dans la salle d'attente du médecin quand mon téléphone a vibré. C'était un appel d'Angelica, ma fille unique. Sa voix avait quelque chose de glacé, presque mécanique. Elle m'a dit, « Maman, on s'envole pour l'Europe demain. J'ai vendu ta maison de plage et ta voiture. On avait besoin d'argent. Salut. » Puis elle a raccroché. Pas d'explication. Rien. Pendant 50 ans, j'ai tout donné pour elle. Je me suis privée, j'ai tout sacrifié pour lui offrir une belle vie. Et voilà comment elle me récompense, en me jetant comme si je ne valais plus rien. Mais au lieu de pleurer, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai souri. Car Angelica ignorait un détail essentiel. Je m'appelle Antonia, j'ai 71 ans. Jusqu'à ce jour, je pensais connaître ma fille. Je suis devenue veuve il y a 6 mois. Roberto, mon mari, est mort brutalement d'une crise cardiaque, juste après m'avoir embrassé sur le front et m'avoir dit « Bonjour, mon amour », comme il le faisait chaque matin depuis 45 ans. Ce jour-là, il m'avait servi mon café au lait et des tartines, puis il s'est effondré. Ce furent ses derniers mots. Après cela, Angelica s'est montrée plus présente. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle venait à la maison plusieurs fois par semaine, m'aidait à organiser les obsèques, faisait les courses avec moi, m'a même conseillé un check-up médical. « Il faut que tu prennes soin de toi maintenant que papa n'est plus là », m'avait-elle dit, le sourire doux. Je l'ai cru sincère. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il ne s'agissait que d'un plan. Cette maison de plage, elle avait une valeur sentimentale inestimable. Roberto et moi l'avions achetée à force d'économie quand Angelica avait 15 ans. On y passait tous nos étés, on y fêtait les anniversaires, Noël. Plus tard, elle y venait avec ses amis, puis avec son mari Ricardo. Je cuisinais, je nettoyais, je lavais le linge. C'était notre havre familial. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle verrait tout cela comme un simple bien à liquider. Et cette voiture, notre vieille Opala. Roberto l'entretenait avec amour. Il la nettoyait chaque dimanche, la faisait réviser, la garait toujours à l'ombre du même arbre. Angelica savait que cette voiture, c'était un morceau de lui qui restait auprès de moi. Et maintenant, elle aussi avait disparu. Son odeur flottait encore sur les sièges. Lorsqu'elle a raccroché, j'étais toujours assise dans ce fauteuil inconfortable en plastique vert, entourée d'autres malades. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pleuré. Quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Un calme que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Roberto, car à cet instant, je me suis souvenue de quelque chose que j'avais complètement oublié. 3 jours avant sa mort, Roberto m'avait donné une enveloppe. « Antonia, garde ceci dans ta commode. S'il m'arrive quelque chose, ouvre-le plus tard, mais seulement quand tu te sentiras prête. » Je l'avais rangé sans trop y penser. Après les funérailles, avec tant de douleur et tant de formalités, je l'avais tout simplement oublié. Mais il était là, m'attendant à la maison. L'infirmière m'a appelé dans une salle d'examen. Le médecin m'a examiné et a dit que j'étais en bonne santé pour mon âge, que j'avais juste besoin de repos et de nourriture. J'ai hoché la tête et souri, mais mes pensées étaient ailleurs. Je pensais à cette enveloppe, à la froideur de la voix d'Angelica, à Ricardo, probablement derrière tout ça. Il ne m'avait jamais aimé, il m'avait toujours vu lasse. Je quittai le bureau et marchai lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Je n'étais plus une voiture, selon Angelica, mais en attendant, je ne pus m'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans. Ma fille pensait m'avoir laissé sans rien, mais ce qu'elle ignorait, c'est que Roberto, mon cher Roberto, avait toujours été un homme prévoyant. Le bus arriva et je m'assis près de la fenêtre. Je regardais la ville défiler, les maisons, les boutiques, les gens qui allaient et venaient, chacun avec ses tragédies, ses secrets. J'avais les miens aussi, et j'allais les découvrir. De retour chez moi, je montai directement dans ma chambre, ouvris la commode et trouvai l'enveloppe, exactement là où je l'avais mise. Mes mains tremblaient légèrement en la ramassant. Je sentais qu'il y avait plusieurs documents à l'intérieur. Roberto avait écrit mon nom de sa main soignée sur le devant. Je me suis assise sur le lit que nous partagions depuis tant d'années et j'ai pris une grande inspiration. Dehors, il commençait à faire sombre, et la maison se remplissait de ces ombres familières qui ne m'effrayaient plus. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si je déballais un cadeau d'anniversaire. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur allait tout changer. Ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe m'a coupé le souffle. Il y avait des documents juridiques, des actes notariés, des relevés bancaires et une lettre manuscrite de Roberto. Mes yeux se sont remplis de larmes en lisant son écriture familière. Ma chère Antonia, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit de mon vivant, mais je voulais te protéger de tout souci. Au fil des ans, j'ai investi nos économies dans l'immobilier et les entreprises. Nous n'avons pas seulement la maison de plage, nous avons 6 autres propriétés,
dont l'immeuble où Angelica vit avec Ricardo. Nous avons aussi des actions dans 3 entreprises dont la valeur est inimaginable. Tu es riche, mon amour. Tu as toujours été riche, mais maintenant tu le es aussi sur le papier. Mes mains tremblaient en parcourant les documents. Il s'agissait de titres de propriété de maisons dans différents quartiers, d'un appartement en centre-ville, d'un petit hôtel sur la côte et, bien sûr, de l'immeuble de 20 étages où vivait ma fille. Roberto en était le propriétaire silencieux depuis 10 ans, mais il avait tout investi dans le nom d'une entreprise que je ne connaissais pas. Et d'après les papiers, j'étais l'unique héritière de cette entreprise. Il y avait aussi des relevés de comptes dont j'ignorais l'existence, des chiffres qui semblaient irréels. Roberto avait été chauffeur de bus pendant 40 ans, mais il était aussi, semble-t-il, un investisseur très avisé. Chaque centime que nous avions économisé, chaque sacrifice que nous avions fait, il avait multiplié en secret, et je n'en ai jamais rien su. Dans la lettre, Roberto expliquait qu'il avait tout gardé secret parce qu'il ne voulait pas que je m'inquiète pour l'argent, ni qu'Angelica connaisse notre véritable situation financière. Connais-tu notre fille, Antonia? Si elle savait que nous avions autant d'argent, son attitude changerait. Je veux qu'elle nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. Quelle ironie. Notre fille nous avait abandonnés parce qu'elle pensait que nous n'avions rien, alors qu'en fait nous avions tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait le tour de la maison en touchant les meubles anciens, les bibelots qu'Angelica critiquait toujours comme démodés. J'ai regardé les photos de famille au mur, surtout celle où elle avait 5 ans, assise sur les genoux de Roberto, en train de rire. Où était cette douce enfant? Était-elle partie quand elle est devenue si froide, si calculatrice? Le lendemain, le téléphone a sonné très tôt. Elle était redevenue angélique. Sa voix était différente, plus douce. Mais j'avais déjà appris à me méfier de ce changement de ton. Maman, comment allez-vous? Je voulais te dire que nous avons déjà transféré l'argent pour la maison et la voiture. Nous avons déposé ta part sur ton compte. Ce n'est pas grand-chose, mais ça te durera quelques mois, le temps que tu cherches quelque chose de plus petit. Ma part? Ai-je demandé calmement. Oui, maman. Évidemment, on ne voulait pas te laisser sans rien. On t'a donné 30%. C'est juste, non? On avait besoin de cet argent pour notre investissement en Europe. Ricardo a une opportunité commerciale incroyable là-bas. 30% de mon propre argent. Quelle générosité. Je comprends, ma fille. Et quand pars-tu? Cet après-midi. On a déjà fait nos valises. On sera absent au moins 6 mois, peut-être plus si les affaires marchent bien. Mais ne t'inquiète pas, maman. À notre retour, on t'aidera à trouver un petit appartement ici, quelque chose qui corresponde à tes besoins. Mes besoins. Comme si elle les connaissait. D'accord, Angelica. Bon voyage. Oh, maman, je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si compréhensive. On t'aime tant. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, et, pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. J'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis la mort de Roberto. La situation était tellement absurde que c'en était comique. Ma fille m'avait volé, m'avait chassé de chez moi, m'avait traité avec une condescendance insupportable. Et tout cela pour financer une aventure européenne qui tournerait probablement au désastre. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas l'argent, mais la facilité avec laquelle elle s'était débarrassée de moi. Des années de ma vie consacrées à elle, pleines de sacrifices, d'amour inconditionnel, et elle m'avait arraché à sa vie en un coup de fil de 2 minutes. Ça m'a fait mal. J'ai consulté mon compte bancaire en ligne. Effectivement, ils avaient déposé une somme qui leur semblait probablement généreuse, mais pour moi, c'était une blague. Ils avaient vendu la maison de plage bien moins cher que sa valeur, probablement parce qu'ils en avaient besoin. Ils avaient vendu leur argent facile et la voiture de Roberto. Cet après-midi-là, depuis ma fenêtre, j'ai regardé Angelica et Ricardo charger des valises dans un taxi. Ils portaient 2 énormes valises. Elle, un sac de voyage hors de prix. Je les ai vus rire, s'embrasser, faire des projets. On aurait dit 2 adolescents avides d'aventure. Ils ne se sont jamais tournés vers ma fenêtre, ne se sont jamais dit au revoir. Quand le taxi est parti, je me suis assis dans la cuisine avec une tasse de thé et les documents de Roberto étalés sur la table. Il fallait que je prenne une décision. J'aurais pu appeler un avocat, exiger la restitution de mes biens, récupérer tout ce qu'on m'avait confisqué. Mais quelque chose me disait qu'il y avait une meilleure façon de gérer la situation, une façon plus instructive. J'ai appelé Jonas, l'avocat qui s'était occupé des affaires de Roberto. Il était venu à l'enterrement, m'avait présenté ses condoléances, m'avait dit de ne pas hésiter à l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Eh bien, maintenant, j'avais besoin de lui. Donna Antonia, je suis ravie d'avoir de vos nouvelles.
Comment allez-vous? Bon, Jonas, je dois vous voir en urgence. J'ai trouvé des documents appartenant à Roberto que je ne comprends pas bien. Bien sûr, vous pouvez venir à mon bureau demain matin. JY Serai. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. J'ai rêvé de Roberto. Il était assis dans son fauteuil préféré, lisant le journal, comme chaque matin. Et quand il m'a vu, il a souri et m'a dit, « Il était temps, mon amour. Il était temps que tu te défendes. » Je me suis réveillée avec un sentiment étrange. Ce n'était pas vraiment du bonheur, mais ce n'était pas non plus la tristesse que j'avais ressentie pendant tant de mois. C'était comme de la détermination. Pour la première fois depuis la mort de Roberto, j'avais un objectif clair. Je récupérerais ce qui m'appartenait, mais pas comme Angelica l'avait espéré. Le lendemain matin, je me suis habillée avec plus de soin que d'habitude. J'ai enfilé ma robe bordeaux, celle qui, selon Roberto, me mettait toujours en valeur. Je me suis coiffée, je me suis maquillée un peu, et en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai vu une femme forte. Le bureau de Jonas était en centre-ville. C'était un immeuble ancien mais élégant, avec un sol en marbre et de grandes fenêtres. Jonas m'a accueilli avec un sourire chaleureux, mais lorsque je lui ai montré les documents, son expression a complètement changé. Madame Antonia, c'est bien plus que ce que j'imaginais. Roberto était un homme très intelligent. Écoute, d'après ces papiers, tu possèdes. Je sais, Jonas, j'ai déjà vérifié. De quoi ai-je besoin? Savoir, c'est ce que je peux faire légalement. Jonas m'a expliqué que tout était en règle, que les documents étaient légitimes, que j'étais le propriétaire légitime de toutes ces propriétés. Il a également confirmé ce que je soupçonnais déjà. La vente de la maison de plage était illégale, car Angelica n'avait pas le droit de la vendre. Nous pouvons récupérer la maison immédiatement, Madame Antonia, et nous pouvons également poursuivre votre fille en justice pour fraude. Non, Jonas, je ne veux pas porter plainte. Je prefer proceder autrement. Je veux que tout reste secret pour l'instant. Pouvez-vous m'aider, Jonas? Il m'a regardé avec curiosité, puis a hoché la tête. Bien sûr. Vous êtes mon client. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous récupériez discrètement la maison de plage, que vous fassiez le nécessaire pour annuler cette vente frauduleuse. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à prendre le contrôle effectif de toutes mes propriétés, en particulier de l'immeuble où vit ma fille. Je comprends. Ce sera une procédure qui prendra quelques semaines, mais c'est parfaitement faisable. Parfait. Et Jonas, je n'ai besoin de personne pour le savoir. Je suis derrière tout ça, du moins pour l'instant. En quittant le bureau de Jonas, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un très long rêve. Je déambulais dans les rues du centre-ville, observant les gens, les bâtiments, la vie qui suivait son cours normal. Mais pour moi, tout avait changé. J'avais un plan. Les semaines suivantes furent les plus étranges de ma vie. Officiellement, j'étais une pauvre veuve abandonnée par sa fille, mais secrètement, j'étais une femme riche orchestrant discrètement le rétablissement de sa fortune. Jonas travaillait efficacement et, tous les 2 ou 3 jours, il m'appelait pour me tenir au courant de l'avancement des formalités légales. J'ai décidé de rester chez moi pour l'instant. Après tout, elle était à moi. Même si Angelica s'attendait probablement à ce que j'emménage dans une chambre meublée. Chaque matin, je me réveillais, je prenais mon petit déjeuner à la même table où Roberto et moi avions passé tant d'années, puis j'allais me promener dans le quartier. Les voisins m'accueillaient avec ce mélange de pitié et de curiosité réservé aux femmes récemment veuves. Elsa, ma voisine de longue date, m'aborda un après-midi alors que j'arrosais les plantes devant la maison. La maison. Antonia, ma chérie, c'est vrai qu'Angelica est partie en Europe et t'a quittée. Seule? Oui, Elsa. Elle est partie avec Ricardo. Ils ont des projets là-bas. Et comment vas-tu vivre, ma fille? Nous savons tous que Roberto n'a pas laissé beaucoup d'argent. Si tu savais, pensais. Ne t'inquiète pas, Elsa. Je vais bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux t'apporter à manger, t'aider à faire les courses. Tu es très gentille. Mais je vais vraiment bien. Elsa me regarda avec cette expression que je connaissais bien. C'était le même regard que j'avais reçu après les funérailles, mêlé de compassion, avec un peu de soulagement que ce ne soit pas leur tragédie. Eh bien, tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Ces conversations se répétaient sans cesse. La canne à sucre, le boulanger, la dame du coin, ils m'adressaient tous la parole dans ces conversations. Et je la sentais, je souriais, je la remerciais de son inquiétude, mais au fond de moi, une partie de moi appréciait ce geste. C'était comme une double vie. Jonas m'a appelé. Un mercredi matin. Donna Antonia, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à annuler la vente de la maison de plage.
Les acheteurs ignoraient que c'était frauduleux, ils ont donc été remboursés, sans problème. La maison est à nouveau à toi. Excellent, Jonas. Et l'immeuble où habite Angelica? C'est plus compliqué. Techniquement, ils en ont toujours été propriétaires via la société, mais nous devons effectuer quelques changements administratifs pour que vous en ayez le contrôle direct. Cela devrait prendre encore 2 semaines. Parfait. Tenez-moi au courant. Après avoir raccroché, je me suis assis dans la cuisine avec mon café, et j'ai pensé à Angelica. Elle était en Europe depuis 3 semaines, et je n'avais pas eu de ses nouvelles. Pas d'appel, pas de message, pas même une carte postale. Pour elle, j'avais cessé d'exister dès qu'elle avait eu l'argent dont elle avait besoin, mais je savais que cela changerait bientôt. J'ai décidé de visiter la maison de plage. J'ai pris le bus pour la côte, le même itinéraire que Roberto et moi avions emprunté des centaines de fois. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, petite, peinte en crème, avec une terrasse surplombant la mer. Les nouveaux propriétaires, j'avais ajouté quelques plantes en pot, mais sinon, tout était pareil. Je me suis assise sur le trottoir devant, et je l'ai observé pendant 1 heure. Je me suis souvenu des après-midi d'été où Angelica était petite, jouant dans le sable à la plage, construisant des châteaux de sable. Roberto faisait griller du poisson pendant que je préparais des salades dans la cuisine. Angelica amenait des amis, puis des petits amis, puis Ricardo. Elle avait réduit tous ces moments heureux à une simple transaction commerciale. Un homme âgé est sorti de la maison et m'a vue assise. Il s'est approché, curieux. « Tout va bien, madame ? » « Oui, merci. » Jeme sauviens. Connaissiez-vous les anciens propriétaires? Oui, je les connaissais très bien. Quelle honte ce qui s'est passé. On nous a dit que la dame âgée était très malade et qu'il fallait vendre rapidement. On pensait que c'était une bonne affaire, mais on a découvert que la vente n'était pas légale. On a dû rendre la maison. La connaissiez-vous personnellement? Non. On a tout fait par intermédiaire, mais on nous a dit que sa fille s'occupait de tout, car sa mère ne pouvait pas. Quelle tristesse. Si vous saviez à quel point c'était triste, ai-je pensé. Eh bien, je suis content que vous n'ayez pas perdu votre argent. Oui, heureusement, tout s'est bien passé, même si maintenant il faut chercher une autre maison. Celle-ci nous plaisait beaucoup. Je suis parti le cœur lourd. Ce n'était pas seulement l'argent qui faisait mal, c'était la facilité avec laquelle Angelica avait menti à mon sujet. Elle avait inventé une histoire sur ma maladie. Elle avait utilisé ma prétendue vulnérabilité pour justifier ses actes. Pour elle, je n'étais pas une personne avec des sentiments, mais un obstacle à éliminer. Ce soir-là, j'ai rappelé Jonas. Jonas, j'ai besoin de votre aide pour autre chose. Je veux aussi récupérer la voiture de Roberto. Ce sera plus difficile, Madame Antonia. La voiture était à son nom, mais votre fille avait une procuration l'autorisant à la vendre. Comment est-ce possible? Apparemment, vous avez signé cette procuration il y a quelques mois, après le décès de votre mari. Vous ne vous en souvenez pas? C'est à ce moment-là qu'Angelica avait commencé à tout planifier. Je me souvenais vaguement avoir signé des papiers qu'elle m'avait apportés, disant qu'ils devaient faciliter les formalités funéraires et successorales. J'étais tellement bouleversée par le chagrin que je les ai signés sans les lire, quelle naïveté j'avais eue. Je comprends, Jonas. Y a-t-il un moyen de la récupérer? On peut essayer, mais ce sera plus compliqué. Il faudrait prouver que vous avez signé la procuration sous la tromperie ou la contrainte. Allons-y. Je veux récupérer tout ce qu'ils m'ont repris. Au cours des semaines suivantes, j'ai développé une étrange routine. Le matin, j'étais la pauvre veuve que tout le monde connaissait. Je faisais les courses, je discutais avec les voisins, je gardais les apparences. Plus tard dans l'après-midi, je devenais la femme d'affaires. J'ai étudié les documents de Roberto, discuté avec Jonas et planifié ma prochaine action. J'ai appris des choses sur les finances dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. J'ai découvert que Roberto avait été bien plus intelligent que je ne le pensais. Chacun de ses investissements avait été soigneusement calculé. L'immeuble où vivait Angelica, par exemple, était non seulement rentable en termes de revenus locatifs, mais aussi situé dans un quartier en pleine expansion. J'ai aussi découvert que Ricardo, le mari d'Angelica, était endetté, très endetté. Il avait contracté des emprunts et utilisé l'appartement qu'ils occupaient comme garantie, ignorant qu'il n'en était pas le véritable propriétaire. Si les banques l'apprenaient, il aurait de sérieux ennuis. Jonas m'a appelé un vendredi pour m'annoncer une nouvelle importante. Madame Antonia, nous avons déjà réglé toutes les formalités. Vous avez désormais le contrôle total de tous vos biens. J'ai également réussi à récupérer la voiture de Roberto. L'acheteur s'est avéré être une connaissance, et lorsque je lui ai expliqué la situation, il a accepté de me la rendre contre une petite indemnité. Excellent travail, Jonas.
J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous envoyiez une lettre à ma fille. Quel genre de lettre? Un avis d'expulsion. Le silence régnait à l'autre bout du fil. Madame Antonia, êtes-vous sûre de vouloir faire ça? Après tout, c'est votre fille. Jonas, ma fille m'a mise à la porte de chez moi en 2 minutes. Elle a vendu mes affaires sans me demander mon avis. Elle m'a traité comme une ordure. Maintenant, elle va apprendre que chaque acte a des conséquences. Je comprens. Je voulais juste m'assurer que vous preniez en compte toutes les implications. Je les ai toutes envisagées, Jonas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, imaginant le visage d'Angelica à la lecture de la lettre. La confusion initiale, puis l'incrédulité, puis la panique. Elle penserait probablement à une erreur, à une arnaque, mais en appelant pour vérifier, elle découvrirait que tout était parfaitement légal. Le lendemain, comme si elle attendait mon appel, le téléphone a sonné à 8 heures. Elle était angélique, et sa voix semblait désespérée. « Maman, maman, j'ai besoin de te parler de toute urgence. »« Bonjour, ma fille. Comment c'était l'Europe? »« Maman, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai reçu une lettre très étrange hier. Elle dit que je dois quitter mon appartement dans 30 jours. Ce doit être une erreur. Ou alors, tu sais quelque chose? Un avis d'expulsion. Étrange. De qui? D'une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler. Elle s'appelle Attendez. Laisse-moi chercher la lettre. Roberto Investment Inc. Tu connais cette entreprise? Roberto avait utilisé son propre nom. Comme c'est poétique. Non, ma fille, je n'ai jamais entendu ce nom. Es-tu sûre que la lettre est vraie? C'est ce que je veux savoir? Maman, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi faire. Ricardo m'a laissé en Europe, il est parti avec une autre femme, et me voilà de retour ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'était là. Ricardo était parti, probablement parce qu'il n'avait plus d'argent ou parce qu'il avait réalisé que les problèmes juridiques chez lui étaient plus graves qu'il ne le pensait. Pauvre Angelica, elle avait sacrifié sa famille pour un homme sans valeur. Je suis vraiment désolée, ma fille. Où es-tu maintenant? Je suis dans l'appartement, mais je ne sais pas pour combien de temps. Maman, puis-je venir te voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je n'ai personne d'autre. L'ironie était parfaite. Maintenant qu'elle avait perdu l'homme pour qui elle m'avait quittée, elle se souvenait qu'elle avait une mère. Bien sûr, ma fille. Viens quand tu veux. Je m'en vais maintenant. Je me suis déconnectée et me suis regardée dans le miroir. Je devais être parfaite pour ce spectacle. J'ai enfilé ma robe grise la plus classique, attaché mes cheveux en un simple chignon et pratiqué mon expression de mère inquiète mais résignée. Quand Angelica arriverait, elle verrait exactement ce à quoi elle s'attendait. Une veuve pauvre et vulnérable, abandonnée par sa propre fille. Angelica est arrivée 1 heure plus tard. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surprise par son apparence déplorable. Elle avait maigri, des cernes sous les yeux, et ses vêtements coûteux semblaient froissés et négligés. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer. « Maman » a-t-elle dit. Et pendant un instant, elle pensait me serrer dans ses bras, mais elle s'arrêta comme si elle se rappelait soudain comment les choses s'étaient terminées entre nous. « Entre, chérie, veux-tu un café? »« Oui, s'il te plaît. » Nous étions assis dans la cuisine, à la même table où j'avais lu les documents de Roberto des semaines auparavant. Angelica paraissait petite sur cette chaise, perdue comme enfant, lorsqu'elle était venue me raconter ses problèmes à l'école. « Maman, je suis tellement désolée pour la façon dont je suis partie. Je sais que je ne me suis pas bien comportée avec toi. Tout va bien, chérie? Non, ce n'est pas le cas. Je t'ai maltraitée, je t'ai dit des choses horribles, et maintenant tu as la voix cassée. Maintenant, je n'ai plus personne. Qu'est-il arrivé à Ricardo? Il s'est enfui avec une serveuse d'hôtel à Paris, une jeune fille de 25 ans. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu d'affaires en Europe. Tout était un mensonge. Il voulait juste échapper à ses dettes ici et à utiliser l'argent de la vente de sa maison pour financer son aventure. Toutes ses dettes? Oui, maman, beaucoup de dettes. Apparemment, il avait contracté des emprunts pendant des années en utilisant l'appartement où nous vivions comme garantie, mais maintenant je découvre qu'il n'en était pas propriétaire. Comment est-ce possible? J'avais ma chance. Je ne sais pas. Ma fille. Ma fille, les questions immobilières sont très compliquées. Le problème, c'est que les banques me poursuivent maintenant à cause de ces dettes. Elles disent que, puisque nous sommes mariés, je suis aussi responsable. Et en plus, cet avis d'expulsion. Maman, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'argent, pas de travail, nulle part où vivre. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes,
un désespoir sincère. Et pendant un instant, le cœur de ma mère s'est attendri. J'avais envie de la serrer dans mes bras, de la réconforter, de lui dire que tout irait bien, mais je me suis souvenu de la froideur de sa voix quand elle m'a appelé de chez le médecin, de la facilité avec laquelle elle m'avait rejeté, de la façon dont elle m'avait parlé, comme si j'étais un fardeau. As-tu parlé à un avocat au sujet de la lettre? Je n'ai pas d'argent pour un avocat, maman. On a dépensé tout notre argent en Europe. Ricardo a pris le peu qui lui restait en partant avec cette femme. Attendant. Après m'avoir chassé de chez moi, après avoir vendu mes affaires, après m'avoir traité comme une ordure, elle voulait maintenant que je la sauve. Elle voulait que la pauvre veuve qu'elle avait élevée la sauve des conséquences de ses actes. Bien sûr, ma fille, ce sera toujours ta maison. Angelica m'a regardée avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Sérieusement, maman, après tout ce qui s'est passé? Tu es ma fille, Angelica? Ça ne changera jamais. Elle s'est levée et m'a serrée dans ses bras cette fois. C'était l'étreinte désespérée de quelqu'un qui se noie et s'accroche à la seule chose qu'il puisse trouver. Je l'ai serrée dans mes bras en retour, mais pas avec l'amour inconditionnel que j'avais eu auparavant. Maintenant, il y avait du calcul dans mon étreinte. Stratégie. Merci, maman. Je te promets que je trouverai bientôt un travail. Je ne serai pas un fardeau. Ne t'inquiète pas maintenant. Repose-toi, récupère, et on verra ensuite quelles sont tes options. Angelica est allée chercher des affaires à son appartement cet après-midi-là. Je restais dans la cuisine à penser à la facilité avec laquelle ça avait été. Elle était venue me voir exactement comme je l'avais prévu, brisée, désespérée, sans aucune option. Et le meilleur, c'est qu'elle ne se doutait de rien. Pour elle, j'étais encore la pauvre mère abandonnée qui avait besoin de sa pitié. Mais ce n'était que la première partie de mon plan. Moi. Dites-moi, Madame Antonia. Je veux que vous enquêtiez sur les dettes de Ricardo. Je veux savoir exactement combien il doit à qui et quelles sont les options légales dont je dispose pour les séparer de ma fille. Cela prendra du temps, mais c'est faisable. Parfait. Et Jonas, je veux que vous gardiez cela absolument secret. Personne ne doit savoir que je suis derrière cette enquête. Bien sûr, Madame Antonia. Puis-je vous demander quel est votre plan ultime? Mon plan, Jonas, est très simple. Je sauverai ma fille. Mais d'abord, il faut qu'elle comprenne ce que signifie vraiment toucher le fond. En raccrochant, je me suis servi un verre de vin que Roberto avait réservé pour les grandes occasions. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une occasion aussi spéciale. De ses déplacements. Elle avait quitté un appartement luxueux pour se réfugier dans la chambre de sa jeunesse. C'était une autre enveloppe de Roberto. Mon cœur s'emballa, mais je gardai mon sang-froid. Mon nom. Étrange. Oui, regarde. Elle me montra l'enveloppe. Effectivement, mon nom était écrit de la main de Roberto, mais cette enveloppe était différente de celle que j'avais trouvée dans ma commode. Celle-ci était plus petite, plus récente. Peut-être que Ricardo l'a trouvée parmi les affaires de papa à sa mort et a oublié de me la donner, dit Angelica. Possible? Puis-je la voir? Il ouvrit l'enveloppe en sa présence. À l'intérieur se trouvait une courte lettre et une petite clé. La lettre disait « Antonia, si tu lis ceci après que je t'ai donné l'enveloppe principale, c'est que notre fille traverse une période difficile. Cette clé ouvre un coffre-fort à la Banque centrale. Agence du centre-ville, numéro 42. Il y a quelque chose là-dedans qui peut t'aider à l'aider, mais utilise-le à bon escient, avec un amour éternel. Roberto. Angelica lut la lettre par-dessus mon épaule. Un coffre-fort? Papa avait un coffre-fort. Je n'en savais rien. Jemens. Ton père ne m'en a jamais parlé. Tu penses qu'on devrait aller voir ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, ma fille. Il vaut peut-être mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Mais, maman, il y a peut-être quelque chose d'important à l'intérieur. Des documents ou, je ne sais pas, peut-être quelque chose de précieux qui pourrait nous aider. Le désespoir dans sa voix était palpable. Angelica s'accrochait à l'idée qu'il y avait une possibilité de sortir de sa situation, et je la laisserais s'y accrocher encore un moment avant de lui dire toute la vérité. D'accord, dis-je après une pause mesurée. On peut y aller demain. Ce soir-là, Angelica et moi avons dîné ensemble pour la première fois depuis des mois. Elle avait cuisiné pour être utile, mais le repas avait un goût de culpabilité et de désespoir. Elle m'a raconté plus de détails sur ce qui s'était passé en Europe, et chaque histoire était pire que la précédente. Ricardo m'a menti sur tout, maman. Pas seulement sur les affaires, mais aussi les dettes. Je pensais qu'il ne devait que peu d'argent, mais il s'avère qu'il doit plus de 500 000 $ à la déesse. Et le pire, c'est qu'il a utilisé mon nom pour des prêts à mon insu. Comment est-ce possible? Il a imité ma signature.
Quand je l'ai épousé, je lui ai donné des documents pour qu'il gère les transactions bancaires du conjoint. Je n'aurais jamais pensé qu'il les utiliserait pour ça. Pouvez-vous prouver que vous l'ignoriez? Je ne sais pas. Tout est si compliqué. Les banques disent que, comme nous sommes mariés, je suis de toute façon responsable de toutes ses dettes. Et le divorce. Je ne sais même pas où est Ricardo maintenant. Il a complètement disparu. Son téléphone est éteint. Il ne répond pas aux emails. Rien. C'est comme s'il avait disparu. Parfait. Ricardo s'était enfui comme le rat qu'il a toujours été, laissant Angelica seule face aux conséquences de ses actes. D'une certaine manière, il m'avait rendu service. Maintenant, ma fille vivait exactement ce que j'avais ressenti lorsqu'elle m'avait abandonné. La trahir quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. Je suis tellement désolée, ma fille. Je ne savais pas que les choses allaient si mal. Moi non plus. Tu sais, maman. Je pensais que Ricardo m'aimait, qu'on bâtirait quelque chose ensemble, mais il s'est avéré que je n'étais qu'un moyen facile d'obtenir de l'argent et des papiers. Angelica s'est remise à pleurer. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment n'ai-je pas compris qui il était vraiment? J'étais tentée de lui dire que j'avais vu les signes dès le début, que j'avais essayé de la prévenir, que Ricardo ne semblait jamais digne de confiance, mais cela aurait détruit ma façade de mère compréhensive et vulnérable. L'amour aveugle parfois, ma fille, ne te culpabilise pas. Mais maman, je n'ai pas seulement ruiné ma vie, j'ai aussi ruiné la tienne. Je t'ai maltraitée. J'ai pris ta maison, ta voiture, tes affaires, et tout ça pour les donner à un homme qui m'a quittée à la première occasion. Tout va bien, Angelica? Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, on a tous les deux des problèmes à cause de moi. Tu as perdu tout ce que papa avait laissé. Toi et moi avons perdu notre mariage et notre avenir. Nous sommes deux pauvres femmes qui tentent de survivre. Si seulement elle savait, pensais-je, si seulement elle savait qu'à cet instant précis, j'avais plus d'argent qu'elle ne pouvait l'imaginer, que j'étais propriétaire de l'immeuble où elle habitait, que je pouvais résoudre tous ses problèmes d'un simple coup de fil, mais que ce n'était pas encore le moment. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Angelica était nerveuse, pleine d'espoir. J'ai continué à jouer la veuve désemparée qui ne comprenait pas grand-chose à la finance. L'employé de la banque nous a conduits au coffre, a vérifié ma carte d'identité et a ouvert le coffre numéro 247. À l'intérieur, il y avait des bijoux. Beaucoup de bijoux, bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Certains, je les ai reconnus comme des objets de famille de Roberto. D'autres, complètement nouveaux pour moi. Il y avait aussi une lettre expliquant l'origine de chaque pièce et sa valeur approximative. Angelica Halita. Maman, ça doit valoir une fortune. Tu crois? Oui. Regarde cette émeraude et ce collier de perles. Maman, papa a caché un trésor ici. D'après la lettre de Roberto, les bijoux valaient environ 1 million. Une somme considérable, mais rien comparé au reste de ma fortune. C'était comme trouver des pièces sous le canapé quand on a 1 million de réaux à la banque. Qu'est-ce qu'on en fait, maman? Je ne sais pas, ma fille. Ce sont des souvenirs de famille. Mais, maman, on pourrait vendre quelques pièces. Avec cet argent, tu pourrais récupérer ta maison de plage, et je pourrais rembourser une partie des dettes de Ricardo. Et voilà, c'était reparti. Même si elle trouvait quelque chose de précieux, la première réaction d'Angelica était de réfléchir à comment l'utiliser pour résoudre les problèmes créés par Ricardo. Elle n'avait encore rien appris. Es-tu sûre de vouloir utiliser l'héritage de ton père pour rembourser les dettes de Ricardo? Quel autre choix ai-je, maman? Si je ne paie rien, les banques saisiront tout ce que je possède. Et techniquement, je ne possède rien. Tout était au nom de Ricardo. Réfléchis Y, ma fille. Une fois que tu auras vendu ces bijoux, tu ne pourras plus les récupérer. Je sais, mais que faire d'autre? Impossible de trouver du travail avec tous ces procès en cours. Aucun employeur ne voudrait embaucher quelqu'un avec autant de problèmes juridiques. Nous avons emporté les bijoux. Angelica les a étalés sur la table de la cuisine et les a examinés un par un, calculant ce qu'elle pourrait vendre et ce qu'elle pourrait garder. C'était douloureux de la voir réduire les souvenirs de son père à une feuille de papier. Maman, je pense qu'avec ça, on peut résoudre les problèmes les plus urgents. Pas tous, mais au moins les plus graves. Et alors? Ensuite, je vais chercher du travail, essayer de reconstruire ma vie. Je pourrais peut-être louer une petite chambre, quelque chose de pas cher. Tu n'es pas obligée de partir, ma fille. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Non, maman. J'ai déjà trop abusé de ta gentillesse. Et puis, tu as aussi besoin d'argent. Tu ne peux pas me soutenir indéfiniment. C'était fascinant de voir comment Angelica avait construit une image complètement fausse de ma situation financière. Pour elle, j'étais une pauvre veuve qui arrivait à peine à joindre les deux bouts,
même si, en réalité, j'avais assez d'argent pour acheter l'immeuble où nous avions trouvé les bijoux. Cet après-midi-là, Jonas m'a appelé. Donna Antonia avait un rapport complet des dettes de Ricardo. La situation est pire que je ne le pensais. À quel point? Il doit plus d'1 million de Lara à plusieurs banques et a également des dettes auprès de créanciers privés. Le plus inquiétant, c'est qu'il a utilisé de faux documents portant la signature de sa fille pour certains de ses prêts. Cela signifie qu'Angelica est responsable. Juridiquement, c'est compliqué. Si nous pouvons prouver qu'elle n'était pas au courant, nous pourrions la libérer de certaines dettes. Mais ce sera une procédure longue et coûteuse. C'est cher pour un bon avocat spécialisé dans ce genre de dossier, probablement 250 000, et il n'y a aucune garantie de succès. Je comprends. Et si elle remboursait simplement ses dettes? Si elle a l'argent, ce serait la solution la plus rapide, mais je doute qu'elle ait accès à cette somme. Jonas, je veux que tu prépares tous les documents nécessaires pour libérer ma fille de ses dettes, mais ne lui dis rien pour l'instant. Tu pagarás, Donna Anya. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma fille, mais il faut que ce soit très précis. En raccrochant, j'ai trouvé Angelica dans le salon, fixant les bijoux d'un air triste. Elle avait l'air perdue, comme une enfant qui aurait cassé son jouet préféré et ne saurait comment le réparer. À quoi penses-tu, ma fille? À papa. Comme il serait déçu de moi s'il voyait ce que j'ai fait de ma vie. Ton père t'aimait beaucoup, Anna Angelica. Il comprendrait. Non, maman. Il m'a appris à être responsable, à valoriser la famille, à ne pas être égoïste. Et j'ai fait exactement le contraire. J'ai abandonné ma mère pour un homme qui s'est avéré être un menteur. J'ai vendu les souvenirs de ma famille pour de l'argent. J'ai ruiné tout ce qu'il avait construit. Pour la première fois depuis son retour, il y avait un vrai regret dans sa voix. Ce n'était pas seulement un regret pour les conséquences de ses actes, mais une reconnaissance sincère de son comportement moralement répréhensible. On fait des erreurs, ma fille. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Mais comment apprendre de cela, maman? Comment réparer les dégâts que j'ai causés? C'était la question que j'attendais. Angelica était enfin prête à affronter la vérité sur ses actes et leurs conséquences. Mais ce n'était pas encore le bon moment pour dévoiler ma dernière carte. D'abord, je devais la laisser toucher le fond. Les jours suivants furent cruciaux pour mon plan. Angelica décida de vendre la plupart de ses bijoux, ne gardant que la bague de fiançailles que Roberto m'avait offerte et un petit collier ayant appartenu à sa grand-mère. Je la regardais se préparer à aller chez le bijoutier, comparer les prix et négocier avec les acheteurs. C'était douloureux de la voir réduire des décennies d'histoire familiale à des transactions commerciales. Il était plus important pour elle de comprendre le véritable poids de ses décisions. « Maman, j'ai craqué pour les bijoux », dit-elle un après-midi en comptant les factures à la table de la cuisine. C'est moins que prévu, mais c'est suffisant pour payer les dettes les plus urgentes. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Je n'ai pas le choix. Si je ne paie pas rapidement, ils saisiront tout. Même cette maison pourrait être en danger s'ils prouvent que j'ai un lien juridique avec les propriétés. Quelle ironie de la situation. Angelica craignait de perdre une maison qui m'appartenait, de rembourser les dettes d'un homme qu'elle avait abandonné, avec l'argent des bijoux appartenant à celui-là même qui avait créé la fortune qui pouvait la sauver. Et comment allez-vous décider quelle dette rembourser en premier? J'ai consulté gratuitement un conseiller financier à la banque. Elle m'a conseillé de privilégier les dettes avec garantie, car ce sont celles qui concernent mes biens immobiliers ou qui pourraient entraîner des saisies immédiates. Angelica avait beaucoup mûri ces dernières semaines. La femme qui avait vendu mes affaires sans me consulter scrutait désormais attentivement chacune de ses décisions financières. Sa souffrance l'avait rendue plus responsable, mais aussi plus fragile. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait les documents de dette sur la table, j'ai reçu un appel de Jonas. « Donna Antonia, j'ai une nouvelle importante. Nous avons localisé Ricardo. Où est-il? À Paris, comme votre fille le soupçonnait, mais voici le plus intéressant. Il essaie d'obtenir un permis de séjour en France grâce à un mariage blanc avec cette jeune femme dont votre fille a parlé. » Un mariage blanc? Oui, apparemment, la jeune fille a besoin de papiers, et il lui faut un moyen de rester en Europe sans être expulsée. Mais surtout, nous avons trouvé des preuves qu'il a intentionnellement falsifié les papiers de sa fille dans l'intention de fuir le pays. Cela signifie qu'Angelica peut être libérée de ses dettes. Avec ces preuves, oui, nous pouvons prouver la fraude et la coercition. Sa fille n'aurait pas à payer pour les actes commis par Ricardo dans son dos. C'était parfait. J'avais un moyen de libérer légalement Angelica de toutes ses dettes, sans qu'elle se doute que j'avais l'argent pour le faire. Jonas, je veux que tu engages la procédure immédiatement. Dois-je en parler à ta fille? Je ne veux pas que la procédure soit complètement terminée avant que je ne lui dise quoi que ce soit. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Tu comprends?
Cela prendra environ 3 semaines, peut-être un mois. Parfait. Quand j'ai raccroché, Angélica m'a regardé avec curiosité. Qui était la mère? Une dame qui demandait Madame Marisa, la voisine du coin. Elle s'est trompée de numéro. Mentir était devenu facile. Chaque jour qui passait me permettait de mieux vivre cette double vie. D'un côté, j'étais la mère pauvre et abandonnée qu'Angélica pensait être. De l'autre, j'étais une femme riche orchestrant en silence le salut et l'éducation de sa fille. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vu Angélica se débattre avec des décisions qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir prendre auparavant. Comment faire fructifier son argent pour se nourrir? Comment négocier avec ses créanciers? Comment chercher un emploi quand son crédit est ruiné? Ce fut une éducation cruelle, mais nécessaire. Maman, j'ai eu 3 entretiens d'embauche aujourd'hui, m'a-t-elle confié un après-midi, rentrant épuisée, les pieds enflés et le visage fatigué. Le deuxième, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'embaucher à cause des poursuites judiciaires en cours. Le troisième, ils m'ont proposé un emploi à temps partiel comme femme de ménage de bureau le soir. Accepteriez-vous? Je n'ai pas le choix. C'est très peu rémunéré, mais c'est mieux que rien. Et je peux travailler de nuit pour continuer à chercher mieux pendant la journée. Ma fille, qui avait mené une vie confortable pendant plus de 40 ans, se préparant à nettoyer des bureaux le soir, me brisait le cœur, mais me remplissait aussi de fierté. Enfin, elle affrontait la réalité, sans attendre que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Es-tu sûre de pouvoir supporter autant de travail physique? Il faudra que j'apprenne. Je ne peux plus être un fardeau pour toi, maman. C'est suffisant que tu me laisses vivre ici gratuitement. C'est ta maison, Angélica. Non, maman. C'est ta maison. Et je suis ici grâce à ta générosité, mais je n'en abuserai pas éternellement. Un soir, alors qu'Angélica effectuait sa première journée de ménage, Elsa est venue me rendre visite. Elle s'est assise avec moi dans la cuisine, a bu du thé et a regardé les photos de famille qui ornaient les murs. Antonia, j'ai une question à te poser. Saviez-vous qu'Angélica reviendrait dans ces circonstances? Que veux-tu dire? En partant, elle semblait si sûre d'elle, si arrogante. Elle m'a parlé de la belle vie qu'elle aurait en Europe, de la réussite de Ricardo. Et maintenant, elle revient complètement anéantie, travaillant comme femme de ménage, vivant à nouveau avec toi. La vie est pleine de rebondissements, Elsa. Oui, mais il y a plus. J'observe Angélica ces derniers temps, et elle semble différente, non seulement triste, mais aussi humble, comme si elle avait appris quelque chose d'important. Elsa a toujours été très observatrice. Que penses-tu qu'elle a appris? Je pense qu'elle a appris la valeur des choses qu'elle tenait pour acquises, comme avoir une mère qui l'aime inconditionnellement. Antonia, puis-je te dire quelque chose? Quand Angélica est partie et t'a si maltraitée, beaucoup d'entre nous pensaient que tu ne lui pardonnerais jamais, mais te revoilà, prenant soin d'elle, lui offrant un foyer alors qu'elle n'a nulle part où aller. C'est ma fille, Elsa. Oui, mais toutes les mères ne feraient pas ce que tu fais, surtout après avoir été traitée comme tu l'as été. Si Elsa savait toute la vérité, que j'avais le pouvoir de résoudre tous les problèmes d'Angélica, mais que j'avais choisi de la laisser souffrir un peu plus longtemps pour qu'elle apprenne sa leçon. Penses-tu que je fais bien les choses? Je pense que tu agis comme une bonne mère, mais je pense aussi qu'Angélica doit comprendre pleinement ce qu'elle a perdu en te quittant. Que veux-tu dire? Je pense qu'elle doit t'apprécier, pas seulement comme la mère qui la sauve quand elle est en difficulté, mais comme la femme forte qui a construit une vie stable pendant 45 ans. Elle doit te respecter, pas seulement avoir besoin de toi. Elsa avait visé juste. C'était exactement le but de mon plan. Je ne voulais pas qu'Angélica revienne vers moi par désespoir. Je voulais qu'elle revienne par respect sincère et par amour mature. Et comment penses-tu que cela puisse arriver? Je pense que c'est déjà le cas. Je l'ai vu ces derniers temps, Antonia. Sa façon de te parler est complètement différente. Elle n'est plus la fille qui te donne des ordres ou te traite comme un fardeau. Maintenant, c'est une femme adulte qui est sincèrement reconnaissante d'avoir une mère comme toi. Ce soir-là, quand Angélica est rentrée du travail, je l'ai vue arriver fatiguée, mais avec une dignité retrouvée. Elle avait gagné ses quelques réaux par ses propres efforts, et cela signifiait quelque chose pour elle. Comment s'est passée sa première journée? Difficile, mais pas autant que je le pensais. Les autres femmes qui travaillent là-bas m'ont beaucoup aidée. L'une d'elles, Donna Maria, m'a montré des astuces pour nettoyer plus efficacement. Donna Maria, oui, elle a 60 ans et fait le ménage dans des bureaux depuis 20 ans. Elle m'a dit qu'elle avait commencé après que son mari l'a quittée avec 3 jeunes enfants. Elle dit que ce n'est pas le métier de ses rêves, mais que cela lui a donné indépendance et dignité. Elle a l'air d'une femme sage. Oui, c'est vrai. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Que vous a-t-elle dit? Elle a dit qu'il y a 2 types de personnes qui finissent par faire ce métier.
celles qui sont là parce qu'elles n'ont pas eu d'opportunité, et celles qui sont là parce qu'elles ont gâché les opportunités qu'elles avaient. Elle m'a demandé à quel groupe j'appartenais, et que lui avez-vous répondu? Je lui ai dit que j'avais toutes les chances du monde, une famille qui m'aimait, un foyer stable, un héritage, et que j'avais tout gâché en suivant un homme bon à rien. Qu'a-t-elle répondu? Elle a ri et a dit, « Eh bien, ma chère, au moins tu sais exactement pourquoi tu es là. Ça te donne une longueur d'avance sur la plupart des gens. » Angélica s'est servi un verre d'eau et s'est assise à table avec moi. « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Ces jours ont été les plus durs de ma vie, mais aussi les plus importants. Pourquoi? Parce que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas vivre dans l'appartement le plus luxueux, ce n'est pas impressionner les gens, c'est avoir des gens qui t'aiment vraiment, qui sont là quand tout s'écroule. Angélica, non, laisse-moi finir. Tu as parfaitement le droit de me détester pour ce que je t'ai fait. Je t'ai quitté au moment où tu avais le plus besoin de moi. J'ai pris tout ce que papa t'a laissé. Je t'ai traité comme une ordure, et maintenant je suis de nouveau là, attendant que tu me pardonnes et que tu prennes soin de moi. Je t'ai pardonné, ma chérie, mais je ne me suis pas encore pardonné à moi-même, et je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas prouvé que j'ai vraiment changé, que j'ai appris de mes erreurs. Jonas m'a appelé le lendemain matin. Madame Antonia, j'ai une excellente nouvelle. La procédure judiciaire est presque terminée. Nous pouvons libérer votre fille de toutes les dettes de Ricardo. Il était temps. Après des semaines passées à observer Angélica lutter, travailler et réfléchir à ses erreurs, le moment était enfin venu de lui montrer qu'elle n'avait jamais été seule, qu'elle avait toujours eu quelqu'un qui se souciait d'elle en silence. Jonas, je veux que tu organises un rendez-vous. Il est temps que ma fille sache toute la vérité. Jonas a fixé le rendez-vous pour demain, vendredi, à son bureau. J'ai dit à Angélica que j'avais pris rendez-vous avec un avocat qui pourrait l'aider à résoudre ses problèmes juridiques, mais je ne lui ai pas donné les détails. Elle a accepté de venir, même si elle était inquiète du coût. Maman, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. C'est à peine suffisant pour couvrir les dépenses courantes. Ne t'inquiète pas, ma fille. On verra ce qu'il a à dire. Nous sommes arrivés au bureau de Jonas à l'heure. Angélica avait enfilé ses plus beaux vêtements, qui étaient maintenant un peu amples sur sa silhouette plus mince. Elle était nerveuse, se tripotait les mains, attendant une nouvelle mauvaise nouvelle qui s'ajouterait à sa liste interminable de problèmes. Jonas nous accueillit avec son sourire professionnel habituel. Donna Antonia, Señorita Angélica, merci d'être venue. Merci de nous recevoir, répondit Angélica, mais je dois vous prévenir que ma situation financière est très compliquée et que je ne pourrai probablement pas payer des honoraires élevés. C'est exactement de cela que nous allons parler, dit Jonas en échangeant un regard avec moi. Mais d'abord, vous devez examiner ces documents. Jonas tendit à Angélica un épais dossier. Elle l'ouvrit et commença à lire. Son expression passa peu à peu de la confusion à la surprise. Je ne comprends pas. Ces documents disent que Ricardo a falsifié ma signature, qu'il y a des preuves de fraude, que je ne suis pas responsable des dettes. C'est exact. Nous enquêtons sur son cas depuis plusieurs semaines. Nous avons trouvé suffisamment de preuves pour démontrer qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité. Mais comment est-ce possible? Qui a financé cette enquête? Je n'ai pas l'argent. Jonas me regarda. C'était mon moment. Angélica, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi, maman? J'ai pris une grande inspiration. Après des semaines de jeu, j'allais enfin te révéler la vérité. Ton père m'a laissé plus que tu ne le savais, bien plus. Que veux-tu dire, Jonas? Montre-lui les autres documents. Jonas tira. Il prit un deuxième dossier et le tendit à Angélica. Cette fois, il contenait les actes de propriété, les relevés bancaires, les certificats d'investissement, toute la fortune que Roberto avait secrètement bâtie. Angélica lut en silence pendant plusieurs minutes. Son visage passa par toute une gamme d'émotions, confusion, incrédulité, choc, et enfin, compréhension. « Maman, il est écrit ici que tu es propriétaire de l'immeuble où j'habitais. » « Oui. » « Et que tu as d'autres propriétés, des comptes bancaires, des investissements? » « Oui, ça veut dire que quand j'ai vendu la maison de plage, c'était ma maison, et la vente était frauduleuse. Je l'ai déjà récupérée. » Angélica fixa les papiers, essayant de traiter l'information. « Depuis combien de temps sais-tu cela? » « Depuis le jour où tu m'as appelé de chez le médecin. Saviez-vous tout cela quand je suis revenue d'Europe et que j'ai demandé de l'aide? » « Oui. » « Saviez-vous que vous pouviez résoudre tous mes problèmes en me voyant pleurer tous les soirs? » « Oui. » Il y eut un long silence tendu. Angélica ferma les dossiers et me regarda droit dans les yeux. « Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir alors que tu aurais pu m'aider? » C'était la question que j'attendais depuis des semaines.
Parce que tu avais besoin d'apprendre quelque chose que tu ne pouvais apprendre autrement. Quoi? Tu avais besoin d'apprendre la valeur de ce que tu avais perdu, la valeur de la famille, du respect, de la responsabilité. Quand tu m'as quitté, tu ne m'as pas seulement pris de l'argent, tu m'as pris de la dignité, de l'amour, de la confiance. Angélica se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur soi, comme celles qu'elle avait versées ces dernières semaines. C'étaient des larmes de profonde compréhension. Je t'ai quitté au moment où tu avais le plus besoin de moi. Oui, je t'ai traité comme une ordure. Oui, et tu m'as quand même sauvé. Oui, mais pas comme tu l'espérais. Je ne t'ai pas sauvé en te donnant de l'argent pour que tu continues à commettre les mêmes erreurs. Je t'ai sauvé en te laissant toucher le fond pour que tu apprennes à te sauver toi-même. Jonas intervint discreetment. Sans Rita Angelica, ta mère a payé tous les frais de justice pour te libérer des dettes de Ricardo. Elle a également saisi tous les biens vendus frauduleusement. Tu es débarrassé de tout problème juridique. Et le travail de femme de ménage que tu as obtenu, tu peux démissionner si tu veux. Je t'ai dit, mais j'espère que tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que ce travail t'apprend quelque chose que tu n'avais jamais appris quand tout était facile. Il t'apprend la valeur de tes efforts, la dignité du travail honnête, l'importance de valoriser chaque centime gagné. Angélica essuya ses larmes et me regarda avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Ce n'était pas le regard d'une fille qui a besoin de sa mère, mais celui d'une femme adulte qui respecte une autre femme. Me perdone tu, maman? Je t'ai pardonné il y a longtemps, ma fille. La question est de savoir si tu peux te pardonner à toi-même. Je ne sais pas si j'en suis capable. J'ai fait des choses impardonnables. On fait des erreurs, Angélica. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Reconnaissant ses erreurs, Jonas nous laissa seuls dans son bureau quelques minutes. Angélica et moi restâmes assis en silence, digérant tout ce qui s'était passé. Maman, je veux que tu saches une chose. Même si tu n'avais pas tout cet argent, même si tu étais vraiment la pauvre veuve que je pensais, j'aurais appris la même leçon. Quelle le con? Qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Durant ces semaines, la seule chose qui me maintenait en vie était la certitude d'avoir un foyer avec toi, que malgré tout ce que j'avais gâché ma vie, tu restais ma mère. Cela ne changera jamais, Angélica. Je sais, mais je sais aussi que je ne pourrai plus jamais tenir cet amour pour acquis. Je dois le mériter chaque jour, avec respect, avec gratitude, par des actes, pas seulement par des mots. Nous avons quitté le bureau de Jonas avec une relation complètement nouvelle. Nous n'étions plus mère et fille, liées par le sang et l'habitude. Nous étions deux femmes adultes qui s'étaient choisies après avoir traversé l'épreuve la plus difficile qui soit. Les semaines suivantes furent des semaines de reconstruction, mais pas le genre de situation qu'Angélica attendait. Bien qu'elle sache maintenant que j'avais assez de moyens pour résoudre tous ces problèmes, elle décida de conserver son travail de ménage de nuit. « Maman, il faut que je finisse ce que j'ai commencé », dit-elle un après-midi en se préparant pour le travail. Je ne peux pas retourner à une vie confortable comme si de rien n'était. Tu es sûr? Tu n'as pas à te punir éternellement. Ce n'est pas une punition. C'est une façon de me rappeler qui j'étais et qui je veux être maintenant. Je l'ai vue enfiler son uniforme de travail, chose impensable il y a quelques mois lorsqu'elle vivait dans le luxueux appartement avec Ricardo, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans sa façon de bouger. Elle n'était plus la femme brisée qui était arrivée à ma porte en pleurant. C'était quelqu'un qui avait trouvé sa dignité dans un travail honnête. Elsa est venue me rendre visite cet après-midi-là, comme elle le faisait tous les 2 ou 3 jours depuis le retour d'Angélica. « Antonia, je dois t'avouer quelque chose, » dit-elle en se versant une seconde tasse de thé. Au début, je pensais que tu avais été très cruelle envers Angélica. Et maintenant, qu'en penses-tu? Maintenant, je pense que tu étais la mère la plus sage que j'ai jamais connue. Regarde ta fille, regarde-la. C'était tout à fait vrai. L'Angélica qui préparait ses examens dans le salon était complètement différente de celle qui était partie en Europe quelques mois plus tôt. Cette Angélica-là avait une sérénité intérieure, une confiance en elle fondée sur ses propres réussites, et non sur les biens matériels. Savais-tu que j'avais vu Angélica au marché hier, achetant des légumes pour une famille qu'elle fait vivre grâce à son travail? Elle ne me l'avait pas dit. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle utilisait son propre argent plutôt que le budget de l'État, elle m'a répondu que certaines choses ne se calculent pas dans les budgets officiels. Ce soir-là, Angélica et moi avons dîné sur le balcon, une tradition que nous avions établie. C'était le moment de parler de la journée, de planifier l'avenir et de simplement profiter de la compagnie de l'autre. « Maman, j'ai reçu une lettre très étrange aujourd'hui, » dit-elle en coupant sa salade. « De qui? » De Ricardo. Mes masels se tendirent. Richard, d'où a-t-il écrit? De prison en France. Apparemment,
il a été condamné il y a 2 ans pour mariage frauduleux. La lettre dit qu'il regrette tout ce qu'il a fait et qu'il veut s'excuser. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je ne ressens rien, ni colère, ni tristesse, ni désir de vengeance. C'est comme si cette partie de ma vie s'était déroulée il y a des décennies, et non des mois. Vas-tu lui répondre? Non. Non pas parce que je le déteste, mais parce qu'il n'y a rien à dire. L'Angelica qu'il a épousée n'existe plus. Cette Angelica n'a rien à lui dire. J'ai été frappée par la maturité de sa voix. La femme assise en face de moi avait développé une force intérieure, née du fait d'avoir touché le fond et de s'être relevée. Tu sais ce que toute cette expérience m'a appris, maman? Quoi? Que le véritable amour n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. Le véritable amour est celui qui t'apprend ce que tu dois apprendre, même si ça fait mal. C'est une leçon difficile, certes, mais nécessaire. Ricardo m'a dit ce que je voulais entendre. Il m'a fait me sentir spécial. Il m'a convaincu que je méritais une vie de luxe, sans effort. Tu m'as appris que la vraie richesse vient du travail, du respect et des relations sincères. Ce soir-là, après qu'Angelica soit allée étudier dans sa chambre, je me suis assise seule sur la véranda, à contempler les étoiles et à penser à Roberto. Je lui avais promis de prendre soin de notre fille, et j'avais enfin le sentiment d'avoir tenu ma promesse. Je ne me suis pas occupée d'elle en lui donnant de l'argent quand elle en avait besoin. Je me suis occupée d'elle en lui apprenant à prendre soin d'elle-même. Je ne l'ai pas sauvée en résolvant ses problèmes. Je l'ai sauvée en la laissant les résoudre toute seule. Le lendemain, c'était dimanche, et nous avions prévu de visiter la maison de plage ensemble pour la première fois depuis sa convalescence. Angelica n'avait pas voulu y aller avant, prétextant qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. « Tu es prête ?» lui ai-je demandé en montant dans la voiture. « Je crois. » Le trajet fut silencieux mais agréable. À notre arrivée, Angelica resta un moment dans la voiture, à contempler la maison où nous avions passé tant de vacances en famille. « Elle a l'air exactement la même, » dit-elle finalement. « Certaines choses ne changent pas, mais d'autres, oui. Je ne suis plus la même personne qui a vendu cette maison. » Nous sommes entrés ensemble. La maison était propre et rangée, exactement comme Roberto et moi l'avions gardée pendant des années. Angelica parcourait chaque pièce, touchant les meubles, regardant les photos de famille accrochées au mur. « Maman, je tiens à m'excuser. »« T'es-tu déjà excusée, ma fille ?»« Non, je tiens à m'excuser spécifiquement pour cette maison, pas seulement pour la vente, mais pour avoir réduit tous nos souvenirs de famille à une transaction commerciale. Tu es pardonnée. Cette maison représente 40 ans de vacances en famille, d'anniversaire, de Noël. Papa a construit cette terrasse de ses propres mains. Tu as planté ce jardin. J'ai appris à nager sur cette plage, et j'ai transformé tout cela en argent pour financer l'aventure d'un homme sans valeur. Elle s'assit sur le canapé où Roberto lisait le dimanche matin. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Quoi? Que je n'ai rien ressenti quand je l'ai vendu. C'était juste une autre propriété. Maintenant que je suis de retour, je sens papa partout. J'entends son rire, je sens l'odeur de son petit déjeuner, je vois ses lunettes de lecture sur la table. Il est là, Angelica. Il a toujours été là. Je sais. Et je sais aussi qu'il est fier de la façon dont tu as géré tout ça. Nous avons passé toute la journée à la maison à cuisiner ensemble, à nettoyer et à régler les petits détails. C'était comme un rituel de reconnexion, non seulement avec le lieu, mais aussi avec les valeurs qu'il représentait. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous nous sommes assis sur la terrasse que Roberto avait construite, face à la mer. « Maman, j'ai une proposition. » « Laquelle ? » « Je veux que nous transformions cette maison en un refuge temporaire pour les femmes victimes de violences conjugales. Un endroit où elles pourront rester pendant qu'elles reconstruisent leur vie. C'était la proposition parfaite. Roberto aurait adoré l'idée que sa maison de plage aide d'autres familles. « Ce est une belle idée, ma fille. Nous pouvons utiliser une partie des fonds de la fondation pour l'entretenir, et je peux superviser le programme grâce à mon travail. Maman, es-tu sûre de vouloir transformer notre refuge familial en quelque chose comme ça? Les meilleurs refuges sont ceux que l'on partage. Papa disait toujours qu'une maison n'est vraiment un foyer que lorsqu'elle ouvre ses portes à d'autres personnes en manque d'amour. Il avait raison. Roberto avait toujours été généreux avec notre maison, invitant parents, amis et voisins qui avaient besoin d'un endroit où loger. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là avec un nouveau projet et une relation complètement renouvelée. Nous n'étions plus mère et fille liées par le devoir ou la nécessité. Nous étions 2 femmes qui avaient consciemment choisi de construire une vie ensemble fondée sur l'amour, le respect et un objectif commun. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai parlé en silence à Roberto. Nous l'avons fait, mon amour. Notre fille a enfin compris ce qui compte vraiment.
Et pour la première fois depuis sa mort, je me suis senti répondre « J'ai toujours su que tu pouvais y arriver. Vous êtes tous les deux plus forts que tu ne le penses. » La justice n'est pas venue par vengeance, mais par éducation, non par punition, mais par transformation. Et au final, nous avons tous deux gagné quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Nous avons bâti une relation authentique, bâtie sur des fondations solides qu'aucune crise future ne pourrait détruire.